À l'entreprise des transports parisiens, un nouvel atelier se remet au travail. La ligne 11 toujours en grève, d'autres lignes très perturbées. Jacques Chirac attaque Michel Rocard, inapte à maintenir la paix sociale et adepte de l'attente en guise de politique, dit-il. Les honoraires désormais affichés dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Un nombre croissant de médecins conventionnés choisit la liberté des prix. Famine et guerre civile au Soudan, un avion de secours français pour les populations du Sud. Madame, Monsieur, bonsoir. Après plus d'un mois de grève et 13 jours après la signature de l'accord salarial à la RATP, le conflit des transports en commun à Paris se résorbe lentement, atelier par atelier. Fontenay-sous-Bois a voté aujourd'hui la reprise du travail sur la ligne 1, mais dernier carré des grévistes, l'atelier des Lilas, celui de la ligne 11, d'autres lignes sont encore très perturbées. Le reportage de Françoise Joly. L'entrée est confidentielle et pourtant elle s'ouvre sur un atelier de la RATP, celui des Lilas, situé à 18 mètres sous terre. Depuis 2 ans et demi, Christian travaille ici comme ouvrier professionnel, mais depuis plus de 3 semaines, il est en grève, comme la vingtaine d'ouvriers employés dans cet atelier. Je sais pas, par rapport aux autres de la RATP, on est vraiment mal vu, quoi. Le service ouvrier, c'est sale, on n'a pas... Comment expliquer c'est-à-dire qu'on n'aurait pas vraiment, dans un certain sens, besoin de nous, quoi. C'est-à-dire que la RATP, on voit que les conducteurs, bus, métro, service ouvrier, on ne connaît pas. On est les oubliés, en fin de compte. Un sentiment d'abandon pour Christian et les autres, à l'image de cet atelier, l'un des plus anciens de la RATP, où les rames de métro sont encore équipées de freins en bois. Alors ici, pour lutter contre l'oubli, on serre les coudes et on continue la grève. Tous les jours, on descend à 18 mètres sous terre pour travailler. On travaille sur le plus vieux matériel que la régie a à l'heure actuelle, qui date de 1955. Les conditions de travail sont inévitablement beaucoup plus détériorées que dans les autres attachements. C'est peut-être ce qui a créé cet élan de solidarité. OAT et non hors classe. Ce matin, les ouvriers des Lilas ont eu une visite inattendue, celle d'un cadre de la RATP venu leur expliquer les dernières propositions de la direction. Une occasion rêvée pour ces grévistes de dire leur amertume. On a l'habitude, en temps normal, de voir que on n'existe pas au niveau de l'entretien, tandis que là, par la grève que les travailleurs ils ont faite là, pendant les 3 semaines, voire 4 semaines, ils ont montré qu'ils existaient. Et ça déjà, c'est un gros point. Il faudra que vous en teniez compte dans l'avenir. Mais je peux vous dire, si les gars reprennent le travail dans certains dépôts, en faisant le tour comme ça, je peux vous le dire, c'est avec les grosses boules. Après 2 heures de débat, d'hésitation, la grève a donc été reconduite jusqu'à demain matin, mais une grève à laquelle ces mécaniciens ne croient plus vraiment. Demain, les 20 ouvriers de cet atelier pourraient bien se résigner à reprendre le travail. Mais pour demain, en tout cas, les lignes 11 et 4 à Paris resteront donc fermées. La 10 et la 13 fonctionneront en partie, un train sur 2 sur la 2 et sur la 1. Michel Rocard, pris en tenaille après ses déclarations de dimanche, notamment sur sa politique sociale. La vision rocardienne du communisme et d'une incommensurable stupidité, assène dans un entretien au Monde Georges Marchais, ce qui n'empêchera pourtant pas demain la reprise des négociations PC-PS sur les municipales. Quant à Jacques Chirac, qui recevait tout à l'heure le mouvement national des élus locaux, il a rompu son mutisme public et il n'a pas mâché ses mots. Le Premier ministre, inapte semble-t-il à maintenir la paix sociale et à assurer à l'économie du pays les moyens de son développement, fait en revanche des projets à long terme, ce qui est bien. Il est probablement persuadé que le temps ne lui sera pas compté, même si dans son propre camp, on n'hésite pas parfois à lui asséner volontiers quelques mauvais coups ou critiques acerbes. Pour la Nouvelle-Calédonie, M. Rocard compte en décennies. Pour la transformation du service public, il compte les mois par douzaines. Va-t-il élever l'attente au rang de système de gouvernement? A-t-il définitivement tourné le dos à l'idée d'action immédiate? À en juger par le lent pourrissement des conflits sociaux, nous sommes fondés à le croire.
Plus de nuances, bien sûr, dans la bouche de Laurent Fabius, qui juge extrêmement positive l'action du Premier ministre, mais qui n'envisage pas de service minimum sans négociation. Quant à Pierre Meignery, qui est pour, il souhaite un débat national sur la question. Fin de la grève des PTT en Corse, en Haute-Corse comme en Corse du Sud. Les postiers qui étaient en grève depuis plusieurs semaines ont voté massivement aujourd'hui la reprise du travail. À Marseille, la situation est bien pire qu'à Paris puisque les transports en commun sont partiellement en grève depuis 2 mois et que les centres de tri sont toujours paralysés. Patrice Velay. 61 jours de conflit pour les traminots marseillais et des négociations interminables sur les salaires dans les locaux de la régie. Grève routine, 1 heure par jour aux heures de pointe. Discussion difficile, 5 heures encore cet après-midi. La direction ne veut pas déséquilibrer le budget 88. La mairie, elle, n'ira pas plus loin que les 7,5 millions débloqués grâce à la diminution de la TVA. Et l'éventuelle apparition de camions militaires demandés par le maire ne pourrait que durcir le conflit. Un conflit qui asphyxie les commerçants du centre-ville. En moyenne, une chute de 20 à 30% du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Les clients se tournent vers les centres commerciaux plus accessibles. Ultime menace des chauffeurs de bus, 24 heures de grève non-stop samedi prochain, veille de Noël. Au PTT, pendant les négociations, la grève continue. 5 semaines et toujours pas d'accord sur les salaires. Mais on discute ferme en revanche des conditions de la reprise. Les propositions de la direction pourraient recevoir un écho favorable d'ici 24 ou 48 heures. Il faudrait alors environ 3 semaines pour retrouver une situation normale. Les conflits sociaux marseillais pèsent bien sûr sur la situation politique qui, vous le savez, reste bien compliquée à gauche. Le maire de Marseille, Robert Vigouroux, maintient sa candidature au municipal. Le premier secrétaire de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône demande son exclusion, mais dans l'entourage de Pierre Mauroy, on précise aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de sanctions contre M. Vigouroux. Alors existe-t-il un système Vigouroux à Marseille? L'enquête de Roland Sicard. C'est un bon docteur. Moi, il m'a soigné. Ce n'est pas que forcément je vote toujours de ce côté-là, mais là pour une fois ça marche très bien parce que je le trouve efficace. Bon. Je ne fais pas la politique, c'est ce qui m'intéresse surtout. À Marseille, on appelle cela le phénomène Vigouroux. Le maire sortant, en qui il y a quelques mois encore personne ne voyait un adversaire sérieux, s'est créé une image, celle d'un gestionnaire qui, loin des bagarres politiques nationales, s'occupe de sa ville et seulement de sa ville. Et l'air de rien, Robert Vigouroux avance ses pions. Bien sûr, il joue à fond sa carte de maire sortant, multiplie les inaugurations, mais il a surtout su créer un réseau de soutien qui revendique 17 000 adhérents. Les comités Vigouroux se préparent à entrer en campagne. Leur patron, un publicitaire ami de longue date du maire sortant, a très vite compris la stratégie à appliquer dans une ville où, plus qu'ailleurs, le pastis politique a fini par lasser. Robert Vigouroux, effectivement, s'inscrit dans ce ras-le-bol de la politique politicienne. C'est vrai. Dans cette démarche des citoyens qui consiste à dire on en a marre, on veut travailler ensemble avec un homme pondéré, propre, intègre et qui présente, selon nous, des qualités de paix civique pendant au moins 6 ans et de reconstruction de l'image de marque de la ville de Marseille. Cultivant son image antipoliticienne, Robert Vigouroux ne néglige pas pour autant la classe politique traditionnelle. Edmond Charleroux, la veuve de Gaston Defferre, et certains barons du defferrisme se sont engagés derrière lui. Leurs amis pourraient suivre. Tous vouent une haine tenace à Michel Peuzet, le candidat officiellement désigné par la fédération du PS, qu'ils accusent tout simplement d'avoir triché. Moi, je peux démontrer que depuis 3 ans, au moins, la démocratie n'existe plus dans cette fédération. Et donc, à mes yeux, Michel Peuzet est le candidat officiel de militants socialistes qui n'existent pas. Des accusations graves, rejetées bien entendu en bloc par Michel Peuzet, mais qui en disent long sur le climat qui règne au sein du PS marseillais. La guerre socialo-socialiste est largement ouverte. Jean-Claude Gaudin, le candidat de la droite, en fait déjà ses choux gras. La bataille de la mairie de Marseille ne fait que commencer. Et un adversaire de plus pour Bernard Tapie dans la 6e circonscription de Marseille. Il s'agit de l'ex-RPR Hyacinthe Santeny.
C'est une petite révolution dans les salles d'attente. Les syndicats sont d'accord. Les honoraires des médecins et de diverses professions paramédicales seront désormais affichés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le secrétariat d'État à la consommation. Mais attention, les tarifs affichés ne seront pas nécessairement ceux que vous paierez, ceux qui sont portés sur la feuille de sécurité sociale. En tout cas, les médecins devront ainsi préciser leur appartenance au secteur 1 ou au secteur 2, selon qu'ils appliquent ou non les tarifs de la sécurité sociale. Elisabeth Esley, Marie-Françoise Griot. Chez un médecin généraliste conventionné de secteur 1, la consultation coûte 85 francs entièrement remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle. Le secteur 2 permettrait un dépassement de tarifs, mais avec ses inconvénients. Les charges des médecins est telle qu'ils sont obligés de traduire pour leurs malades une augmentation de consultation relativement importante, qui serait de l'ordre de 10 ou 15 francs, et que j'ai donc choisi de ne pas le faire par respect pour mes malades ou forcément pour leurs moyens. Chez les médecins conventionnés de secteur 2, c'est différent. Ils ont droit à un dépassement à leur convenance. Une possibilité qui fait de plus en plus d'adeptes, puisqu'en 7 ans, le nombre des médecins au tarif libre a triplé. Il est vrai qu'ils choisissent maintenant tout à fait librement, et ils ont de bonnes raisons de le faire. Mes revenus étaient nettement insuffisants. Et je n'imaginais pas travailler plus, car la seule possibilité pour moi d'améliorer mes revenus était d'augmenter le nombre de malades. Et c'était forcément au détriment de la qualité des soins. Ici, le prix de la consultation a été majoré de 30 francs, mais il peut l'être davantage s'il est appliqué avec tact et mesure, disent les textes. L'affichage des tarifs, rendu obligatoire dans les salles d'attente, les uniformisera peut-être, concurrence oblige. Encore 2 cas mortels de méningite signalés aujourd'hui, l'un à Toulon, l'autre à Millau, 6 morts en une semaine. Il s'agit bien de manifestations répétées de cette maladie coutumière en hiver et non pas, rassurez-vous, d'une épidémie. En Mayenne, en tout cas, on a vacciné à tour de bras aujourd'hui. Ils sont détenus au Liban depuis plus d'1 an. Ils sont 9, dont 3 petites filles. Jacqueline Valente et ses compagnons belges et français, interceptés dans des conditions bizarres à bord d'un vieux bateau au large du Liban, sont toujours accusés par le ravisseur, contre toute vraisemblance, d'être des agents à la solde d'Israël. Pascal Deschamps. Marie-Laure et Virginie, otages au Liban depuis le 7 novembre 1987. 400 jours après l'enlèvement au large des côtes libanaises de Jacqueline Valente et de ses enfants, la famille multiplie les initiatives contre l'oubli. Après ce clip, réalisé à la demande du père, Pascal Bétille, le beau-frère de Jacqueline Valente et sa mère sont déterminés à partir samedi pour Beyrouth, assister à la messe de Noël, à quelques kilomètres peut-être de l'endroit où sont détenues les 2 fillettes et leur mère. Geste symbolique d'une famille inquiète qui attendait, sans trop y croire, au moins la libération des 2 petites filles avant Noël. Noël approche, elles ne sont pas là. Mais officieusement, côté français, on laisse entendre que les chances d'une libération prochaine n'ont jamais été aussi grandes. Espoir encore, ce soir, le porte-parole du groupe Abou Nidal a déclaré à Beyrouth qu'il était prêt à recevoir les membres de la famille de Jacqueline Valente qui se rendraient au Liban. Des raisons d'espérer, enfin, après plus d'1 an d'incertitude et d'angoisse. Le mouvement d'Abou Nidal, le Fatah Conseil révolutionnaire, a publié aujourd'hui un communiqué. Il s'y déclare prêt à recevoir donc la mère et le beau-frère de Jacqueline Valente. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous avez donc l'intention d'aller à Beyrouth samedi. Avec quel espoir? À moi? Oui. Il faut que j'aille à Beyrouth dans l'espoir de voir quelque chose, de voir des nouvelles de ma fille, de rencontrer quelqu'un, si possible. Parce que je suis très fatiguée. Mais comme je n'ai pas de nouvelles depuis 13 mois, il faut que je me déplace moi-même pour avoir au moins des nouvelles, de voir quelque chose. Alors, est-ce que vous allez donc demander à être reçu par ce conseil révolutionnaire du Fatah, enfin par le mouvement d'Abou Nidal qui se déclare donc prêt aujourd'hui à vous voir à Beyrouth? Bien sûr, j'irai. Est-ce que vous espérez que vos petites filles, au moins, vont être libérées très vite pour Noël? Est-ce qu'il y a des signes dans ce sens? Je l'espère. Je l'espère. J'espère qu'à mon retour, je reviendrai avec ma fille et mes 3 petites filles. Mais est-ce que vous êtes un peu au courant des tractations qui auraient lieu? Est-ce que vous avez des signes d'espérance dans ce long silence? Non,
nous n'avons pas tout à fait des signes. Et ce communiqué de Fatah CR, justement, nous donne un espoir. Comme vous savez, ça fait longtemps que je souhaitais rencontrer le Fatah CR. Au cours de ce week-end, nous aurons la possibilité de le rencontrer. Maintenant, je me pose une question. Quel sera le message que le Fatah CR pourra nous remettre? Est-ce qu'il pourra nous apporter la preuve que Jacqueline Valente, que Marie-Laure, que Virginie, que Liberty, qui va fêter ses 1 an en captivité, sont toujours vivantes, sont toujours en bonne santé? Donc, on reste prudent par rapport à notre rencontre et je ne manquerai pas de tout mettre en œuvre, justement, pour rencontrer le porte-parole du Fatah CR. Eh bien, on vous souhaite bien sûr bonne chance et on partage vos espoirs donc d'avoir la libération de toute votre famille et surtout un signe de leur part. Je rappelle que le père des petites filles, donc l'ex-mari de Jacqueline Valente, poursuit de son côté ses efforts. Une information de toute dernière minute à la suite de l'attentat perpétré dans la nuit de dimanche à lundi à Cagnes-sur-Mer contre un foyer de la Sonacotra. Le Premier ministre a décidé de créer une cellule de coordination contre la violence raciste. Le communiqué vient de parvenir. Le Premier ministre a demandé à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui sera associée aux travaux de cette cellule, de solliciter la coopération des associations antiracistes. Plus de délégués de la Croix-Rouge au Liban. Le Comité international de la Croix-Rouge a décidé aujourd'hui de rapatrier tout son personnel sur Chypre et de suspendre immédiatement les opérations humanitaires en cours. Une décision fondée sur les menaces de mort répétées dont ces délégués font l'objet. La France en pleine intervention au sujet de l'infirmière française détenue en Iran. Madame Avis, le ministre délégué aux Affaires étrangères, l'a précisé aujourd'hui. Téhéran se tait. Patricia Coste. Voici Annie Esber, filmée en train d'exercer son métier d'infirmière. Elle serait aujourd'hui torturée dans une prison iranienne et peut-être en danger de mort, d'après son mari, membre des Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines représentent la principale force d'opposition au gouvernement iranien. Ils ont même réussi à mettre sur pied une armée opérant à partir du territoire irakien. Au cours de leur dernière offensive en juillet dernier, ils pénètrent en Iran. C'est là qu'Annie Esber a été capturée, alors que d'après son mari, elle soignait des blessés. Capture confirmée par la presse iranienne qui, dès fin juillet, mentionne la présence d'une Française parmi les Moudjahidines faits prisonniers. Mais aujourd'hui, Annie Esber serait en danger de mort, ce qui a amené son mari à rompre le silence. Je crois qu'elle risque réellement le danger de mort, le danger d'exécution, surtout que j'ai reçu cette information il y a quelques jours, qu'on lui a donné un ultimatum à elle directement, qu'elle passe soit à la télévision, faire un interview télévisé pour approuver la dictature de Khomeini, soit exécutée. Donc je crois que le danger d'exécution pour elle est réel et sérieux. Et c'est pourquoi j'ai rompu le silence. J'appelle les Français à venir à son secours de façon qu'on puisse la sauver. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Ces images datent du début de la révolution iranienne, au moment des grandes vagues d'exécution d'opposants. Près de 10 ans après, une nouvelle épuration serait en cours en Iran. Nous avons des informations précises sur 300 cas, des informations sur le nom des personnes, le jour où ils ont été exécutés, pendus ou fusillés dans la prison. Mais ce sont des milliers de prisonniers qui ont été tués ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis le mois de juillet dernier. Et surtout, nous sommes très très inquiets car des milliers de prisonniers politiques sont toujours détenus dans les prisons et nous pensons qu'ils peuvent subir le même sort. L'ambassade d'Iran se refuse à tout commentaire. Le Premier ministre soviétique, qui était sur place depuis près de 2 semaines, a quitté l'Arménie aujourd'hui. Selon la Pravda de ce matin, de nouvelles arrestations ont été opérées dans les milieux nationalistes arméniens et azéris. Après l'Arménie, le Soudan, la France enverra demain un avion, un Transal, pour renforcer les opérations de ravitaillement de la population du Sud, opération entreprise par la Croix-Rouge internationale. Pour aider le Sud-Soudan, ravagé par la famine et par la guerre civile, les chaînes de télévision ont accepté ce soir de diffuser cet appel silencieux
réalisé par Jacques Douai et par de jeunes journalistes qui veulent soutenir les efforts des organisations humanitaires et du secrétariat d'État à l'action humanitaire. Le voici sans commentaire. Là oui, je dois finir. À Khartoum, la capitale du Soudan, état d'urgence à partir d'aujourd'hui. Il y a même eu ce matin des rumeurs de coup d'État. À Stockholm, la veuve d'Olof Palme, assassinée en février 86, se tait aujourd'hui. Elle refuse de confirmer les affirmations de la télévision suédoise selon lesquelles elle aurait reconnu le suspect arrêté la semaine dernière, Stéphane Magny. Depuis son arrestation vendredi dernier, toute la Suède se demande si Christer Pettersson est bien l'assassin d'Olof Palme. La veuve de ce dernier a refusé ce soir de confirmer ou démentir l'avoir reconnu. Elle se trouvait pourtant aux côtés de son mari lorsqu'il fut abattu en février 86. Pettersson, 41 ans, a un casier judiciaire chargé, dont une condamnation pour meurtre. Mais pour l'instant, aucune information ne fait état d'éventuels aveux. Incendie spectaculaire la nuit dernière dans le sud de l'Angleterre. Le magasin Dingle de Plymouth a été totalement détruit, probablement par bombe incendiaire, sans faire de victimes. L'attentat n'a pas été revendiqué, pas plus que les 3 autres, qui ont plus ou moins sévèrement touché de grands magasins à Cardiff et à Londres, dont le célèbre Harrods. Comme prévu, les 3 élèves du lycée de Louviers qui avaient aspergé de trichloroéthylène leur professeur de mathématiques ont été renvoyés. Ils pourront toutefois être réintégrés dans d'autres établissements de la région. Les 18 élèves qui avaient chacun versé 30 francs à leurs camarades comme salaire de leur acte ont été suspendus 9 jours sans que cela soit inscrit sur leur livret scolaire. Le plus âgé de la bande comparaîtra néanmoins le 27 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Louviers. De 16 à 18 ans de prison, des condamnations sévères pour les inculpés de la Pizza Connection à Marseille, impliqués dans un trafic international d'héroïne. Plus d'alcool dans les commissariats de police, dans les locaux de police plus généralement. Plus d'alcool donc à l'exception du vin et de la bière aux heures des repas. Les syndicats de police ont adopté à l'unanimité ce projet de circulaire ministériel lors de leur dernier comité technique paritaire central. Quels sont les femmes et les hommes les plus élégants du monde? La question préoccupe Jean-Jacques Dufour qui, depuis hier soir, avec l'aide de Jean-Claude Briolly, a la réponse. Non, Charlotte de Courgette ne figurait pas au palmarès, mais au menu du dîner précédant la remise des prix destinés à récompenser l'élégance d'une vingtaine de personnalités. Parmi les lauréats, Marina Vladi qui nous résume l'esprit de la soirée. C'est le tout Paris, c'est l'élégance, c'est peut-être un petit peu un certain snobisme aussi, mais enfin c'est ça Paris. Ainsi, dans une ambiance très jet-set, les uns et les autres sur leurs récompenses. Certains comme Lelouch, avec un peu d'étonnement. Je mets toujours des blousons, je m'habille jamais, je pense jamais vraiment, c'est pas mon problème. Non, je pense que ce soir je suis récompensé pour mes films et plus que pour mon élégance. Sachez que Brigitte Nielsen, comédienne aux appâts aguichants, est aussi best 88, tout comme Louis Ferraud, qui a une définition très personnelle de l'élégance. L'élégance chez un homme, c'est toujours d'avoir des jambes un tout petit peu plus longues. Si Madame Buteau et Monsieur Gandhi ne purent venir recevoir leur prix, Robert Wagner, en revanche, n'hésita pas à franchir l'Atlantique pour cette consécration. Oh, I'm very flattered. Very flattered. Quant à Gina Lollobrigida, radieuse, eh bien elle nous a avoué que sa vie devenait un enfer puisqu'elle devait sauter d'avion en avion pour recevoir les diverses récompenses qui s'abattent sur elle.
trop de prix. En Amérique, la femme de l'année, ici, la femme élégante. Demain, encore un autre prix en Italie. Je dois prendre l'avion pour recevoir à Rome le prix Une vie pour le cinéma. Alors, C'était en quelque sorte une soirée dans la vie des bestes. Quelle vie! Voilà, dans un instant, Laurent Cabrol vous parlera du temps. Et puis, bien sûr, vous avez rendez-vous avec les dossiers de l'écran et Exodus. Ensuite, Henri Sagnier pour notre dernière édition. Invité des 4 vérités demain matin, Michel Gilibert, le secrétaire d'État aux handicapés, qui parlera des dernières mesures décidées en faveur des handicapés profonds et des handicapés dans les entreprises. Voilà, très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h.